il est 17 h. Je vous propose, parce que l'agenda, je ne sais pas s'il est chargé ou pas, ça dépendra aussi des interactions qu'on a. On a pas mal de choses à se dire, donc je vous propose de commencer. Live numéro 9, Live My Club. On va se consacrer sur la finance. Bon, je rappelle, pour ceux pour qui c'est le premier live, que c'est un moment où on doit échanger. Je ne suis qu'un porte-parole, je ne suis pas porte-parole des utilisateurs, je ne suis pas porte-parole de MyReport. Donc ça signifie que les messages que vous pouvez envoyer sont envoyés à notre communauté d'utilisateurs de Timothée. et pas forcément au support. Donc voilà, c'est la distinction entre les deux et je m'excuse pour les délais parfois longs. Moi, j'y vais que si on a un soutien parce que je lui refile le truc. C'est un partage d'expérience. On a des cas d'usage, des bonnes pratiques. Bref. Et surtout, c'est un format évolutif. Mathieu, pardon. Il y a un sondage. Qu'est-ce qu'il y a sur le micro? Je me permets de couper quelques micros, il y a un petit peu de son. Ouais. C'est un format évolutif, donc il y a un sondage à la fin du live pour lequel n'hésitez pas à répondre parce que c'est comme ça qu'on le fait évoluer. Écrivez-nous à myclub@myreport.fr. On a quelques utilisateurs qui nous écrivent et c'est très bien. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, donc voilà, n'hésitez pas à nous partager vos impressions, vos questions, etc. Des ressources à partager, donc voilà, c'est important d'avoir cet espace de partage dans lequel vous retrouvez les supports des différents lives et les différentes ressources qu'on partage pendant ce live. Allez, aujourd'hui, donc on se concentre sur les éléments finance. Alors, il y en a qui sont complètement financiers, mais c'est quand même orienté autour de la finance. Allez, on commence par vos questions. Première question de Nathalie. Je dois calculer des prix de vente unitaires. Cependant, il ne se calcule pas sur les lignes d'agrégat. Cela s'additionne. Comment puis-je faire? Donc là, c'est typique que c'est des... En fait, pourquoi on en parle, c'est que c'est des sujets qu'on a assez régulièrement. Donc, c'est la différence entre les calculs sur les champs du modèle et les calculs sur les champs du report. Donc ici, je vous ai donné, je vous ai mis un exemple. Comme d'habitude, sur le fichier Excel, on a essayé de mettre des sources au maximum dans le fichier pour que le fichier soit autonome. Donc ici, la différence entre le prix unitaire moyen et la moyenne des prix unitaires, elle vient des champs qu'on utilise dans les formules. Donc ici, j'ai mon montant, j'ai ma quantité. Donc mon prix unitaire, c'est la division de mon montant par la quantité. Et donc le prix unitaire moyen, c'est si je prends les éléments du rapport, si je prends le montant hors taxe divisé par la quantité, je vais avoir le prix unitaire moyen. Donc il me fait le calcul des valeurs qui sont dans le report. Si je veux la moyenne des prix unitaires, là, je ne vais pas prendre les champs du report, je vais prendre les champs du modèle. Donc sur chaque ligne du modèle, il va faire le calcul et ensuite on en fait la moyenne. Et vous voyez que ce n'est pas du tout les mêmes résultats. Ce qui fait la différence entre les deux dans votre formule, c'est que vous voyez quand il y a deux crochets, c'est le champ destination, donc il y a un champ c'est un champ du report. S'il n'y a qu'un seul crochet, c'est un champ du modèle. Et donc la différence, elle est ici, c'est que vous voyez que ça fait la différence des valeurs qui sont dans le tableau, ou c'est calculé par MyReport, et là c'est la différence de chaque ligne, et il en fait la moyenne. J'espère que c'est clair. C'est soit on fait le calcul sur les champs qui sont dans le report, donc des champs agrégés, soit on fait le calcul sur les champs du modèle, les champs qui ne sont pas agrégés. J'espère, Nathalie, que ça répond à votre question. Normalement, j'essaye de répondre directement via le ticket. Y a-t-il un moyen de faire une moyenne de tableau en faisant une moyenne des lignes et non la moyenne des moyennes? Donc c'est un peu du même acabit. Ici, on essaye de monter crescendo dans les questions. On a un tableau de ce type-là. Donc, j'ai des totaux en ligne et en colonne. J'ai mis des années en colonne, des familles en ligne. Et on a des totaux. Et là, c'était Jean-Marc. Jean-Marc voulait avoir la moyenne des colonnes et la moyenne des lignes. Donc, comme ça, dans un même tableau, ce n'est pas possible. Donc là, la moyenne des colonnes, si je fais la moyenne de ces trois valeurs, ça fait 11 33. Et si je fais la moyenne des colonnes, des lignes, pardon, j'ai 8 275. Le seul moyen d'y arriver via MyReport, c'est de mettre soit les colonnes, soit les lignes. Si je mets les colonnes, ici, l'astuce, c'est d'intégrer un total supplémentaire.
Donc, par défaut, quand on clique ici sur les totaux, à gauche, droite, en ligne ou en colonne, on a des totaux par défaut, donc qui correspondent aux agrégations qui sont là. Donc, vous pouvez, dans les options du report, ajouter des totaux. Donc ici, en l'occurrence, j'ajoute la moyenne de mes totaux. Et donc, de cette manière, j'obtiens bien mes 8 275 si je veux, si je ne mets que mes colonnes. J'obtiens bien 11 033 si je ne veux que mes lignes. Enfin, j'espère que ça répond à votre question, Jean-Marc. Différentes questions de Yaroslava. Alors, l'anonymat de Yaroslava est limité parce que c'est un prénom assez rare. Mais voilà. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je le laisse dans les slides parce que vous pouvez vous poser des questions sur justement la constitution d'une consolidation entre différentes comptabilités, le niveau de détail qu'on peut avoir. Alors, il y a des réponses dans cette slide. Autre question, où là je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est le fonctionnement des traitements des ETL. L'ordre des priorités, l'ordre de chargement des modèles se fait automatiquement. En fait, MyReport va calculer, va déterminer quels sont les modèles qu'il faut charger en premier, en deuxième, en troisième, en fonction de l'ordre de paramétrage de ce modèle. Les traitements des diffusions, c'est directement dans les programmations. Dans les programmations, vous définissez les ETL et les diffusions que vous voulez lancer les unes derrière les autres. Comment on priorise donc les diffusions via Messenger, c'est de la même manière. Et comment extraire les champs de date, mois, année, siècle, depuis le builder, c'est avec les formules année de ma date, mois de ma date, etc. Je ne rentre pas dans le détail sur ces questions. S'il y a besoin de précision, on peut continuer la discussion un petit peu. Comment puis-je comparer le budget du même mois sur 3 années différentes? Existe-t-il une méthode appropriée pour cela? Par exemple, je souhaite comparer le budget d'avril 2024 avec celui d'avril 2023 ou 2022. Ici, les comparaisons, en fait, il y a différentes méthodes. Hein. Il y a une première méthode, c'est que je mets mes mois en ligne, mes années en colonne, mais je fais les écarts de mes années. Donc là, je vois que sur le mois de janvier, j'ai 720 en 2020 et 620 en 2000, ça me calcule l'écart. Donc si je reprends le paramétrage, j'ai mes années en colonne, mes mois en ligne, et je calcule les écarts avec cette fonction ici, différence des colonnes. Autre moyen, c'est si on a les deux champs sur la même dimension, ici sur les colonnes, c'est de mettre l'année sous les mois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va comparer pour chaque mois les années. Donc, j'ai 2019 en janvier, 2020 en janvier et l'écart, etc. Donc, de façon habituelle, on met les années et les mois en dessous et on compare les mois les uns après les autres. Si on veut comparer les mois entre deux années, on met les années en dessous. J'espère, Yaroslava, que ça répond à votre question. Frédéric, dans un report Excel construit avec Builder, dans une programmation cellule par cellule, j'aimerais exploiter les données qui viennent d'une autre cellule, d'une zone nommée. Donc, l'exemple que je prends ici, j'ai une zone ici, dans mon onglet zone, j'ai un coefficient que je viens paramétrer, que je viens saisir à la main. Et là, je vais pouvoir exploiter ce coefficient dans mes formules. Donc ici, et comment on fait? C'est dans les formules des champs, on utilise les fonctions zone. Alors zone X parce que c'est zone entière, zone texte, etc. Donc là, j'ai mon montant, et je peux avoir un montant pondéré qui va utiliser le coefficient qui est dans ma zone. Donc comment je fais? Je fais montant fois, là c'est une zone décimale, parce que ce qu'il y a dans ma zone, c'est une valeur décimale de ma zone coefficient. Et je me retrouve avec mon montant ici qui est multiplié par 1,2 sur mon coefficient. Et j'ai juste à changer la valeur de ma zone, mettre 1,5, mettre 2, c'est facile à voir, pour, quand je rafraîchis, avoir les montants pondérés multipliés par 2. Okay. Donc là, c'est les fonctions zones qui sont assez utiles. Accepter de se rafraîchir. Voilà. Donc là, j'ai bien mon montant multiplié par 2.
Autre question. J'ai un indicateur principal qui est un montant de vente, hein, ça, c'est intéressant. Alors, c'est pas forcément du builder, c'est plutôt dans le center. Je l'illustre dans Excel, mais c'est intéressant la question de value. J'ai un indicateur principal donc, de vente qui donne 20 000 euros. J'ai deux indicateurs de comparaison, les dépenses et le budget. Si les deux indicateurs sont inférieurs aux ventes, alors la couleur de fond est vert. Si les dépenses sont supérieures aux ventes, alors la couleur de fond est rouge. Et sinon, c'est du orange. Donc, pour illustrer le cas, c'est assez intéressant. Donc, voilà, on a des cas pratiques, hein. Si les dépenses sont supérieures aux ventes ou inférieures aux ventes, si le budget est supérieur aux ventes ou inférieur aux ventes. L'idée, c'est de dire si les ventes sont inférieures et aux dépenses et au budget, alors je veux que mon indicateur soit rouge. Bon, là, on parle des KPI qui sont dans le center, hein. Si les ventes sont supérieures aux deux, c'est vert. Si elles sont entre les deux, alors on est jaune. L'idée, et donc on ne peut pas facilement, dans Page, configurer une coloration en fonction des deux indicateurs. On fait soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Donc l'idée, c'est de créer un indicateur de comparaison seuil d'alerte qui va définir en fait les critères de ces trois couleurs. Donc si les ventes sont supérieures au maximum de dépenses et budget, alors je mets le maximum. Si les ventes sont inférieures au minimum de dépenses budget, alors on met le minimum, sinon on met les ventes. Ce qui fait que dans mon page, quand vous faites un indicateur un KPI, il va dire bah, si les ventes sont supérieures aux deux, alors bah, les ventes sont supérieures au max des deux, donc c'est bien vert. Si les ventes sont inférieures aux deux, elles sont inférieures au minimum, donc bah, les ventes sont inférieures au minimum, et ça sera rouge. Et si elles sont égales, puisque je mettrai dans mon indicateur principal les ventes, et dans mon seuil d'alerte, j'aurai les ventes aussi, ce sera égal, je mettrai les oranges. Voilà, c'est une astuce. En attendant que MyReport évolue et qu'on puisse faire ce genre de calcul de façon plus simple, c'est une solution contournable. Et j'espère, David, que ça répond à votre besoin. Alors, on rentre maintenant dans les astuces. Alors, quelques astuces MyReport, c'est d'utiliser des masques personnalisés. Alors, c'est un mix entre astuces Excel et astuces MyReport. Mais l'idée ici, c'est de vous montrer, pardon, des masques qui sont sympas avec des petits pictos. Des pictos. Et donc, l'idée, c'est... Alors, ça, c'est dans Excel, hein. Thibaut, je me permets d'interrompre un instant puisqu'il y a une réaction par rapport à ton report précédent là, sur l'alerte Ouais. de Thomas qui indique de peut-être faire attention du coup que un même indicateur de comparaison on verra tantôt le budget ou l'autre fois le réel ou la dépense. Donc attention à la lecture du coût. C'est pour Et ça effectivement. effectivement, c'est pour ça que j'appelle cet indicateur seuil d'alerte, parce que c'est pas dépense ou budget, c'est le seuil d'alerte qui est appliqué sur l'indicateur. Encore une fois, c'est pas parfait, mais c'est pour avoir ces trois couleurs possibles en fonction des deux indicateurs. Et je suis conscient Si tu que c'est pas parles de confortable. Page et de Center, ça permet aussi en général, on a souvent à mettre détail sur les KPI qui permettent aussi d'avoir le détail des informations, d'avoir une complétude d'informations, quoi. Donc, ok. Merci Thomas. Et désolé Thibaut. Non, non, pas de problème. Ici, donc, c'est des formats personnalisés Excel. L'idée, c'est d'intégrer. Alors, comment on fait pour intégrer ces éléments, hein? C'est on va dans Insertion, Symboles. Là, on récupère des symboles dans Excel qui sont voilà, les flèches vers le haut, les flèches vers le bas. Et on vient les intégrer dans les formats personnalisés. Donc ici, dans le builder, on va prendre un builder. Charge, j'ai mis dans mes préférences un nouveau masque qui, pour rappel, hein, les masques personnalisés dans Excel, le premier masque, c'est le masque des valeurs positives. Si on met un point-virgule et qu'on a un deuxième masque, c'est le masque des valeurs négatives. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait dans les propriétés, dans les préférences, pardon. Vous pouvez ajouter des masques personnalisés à exploiter dans MyReport. Les préférences sont un petit peu longues, parce que j'ai un format personnalisé.
Et ça permet de rendre vos rapports un peu plus visuels. Donc ici, vous avez vos masques d'affichage. Et donc, j'ai créé un masque d'affichage avec le format classique, dièse, espace, dièse, dièse, 0. Le symbole avec la flèche vers le haut, un point virgule. Les valeurs négatives, en général, en compta, c'est entre parenthèses, avec le petit picto avec la flèche vers le bas. Et donc, quand on utilise ce format, on se retrouve avec un format comme ça. On rajoute de la coloration syntaxique. On peut rajouter de la coloration syntaxique. Donc, ce que je vais faire d'ailleurs, et tout de suite, le rapport est plus sympa. Donc, supérieur à 0, je vais le mettre en rouge, très bien. Je vais même mettre que la police en rouge. OK. C'est bon, merci. C'est pas la police en rouge. Bon, voilà, c'est une petite astuce Excel qui est exploitable dans le builder et c'est tout sympa. On continue. Le maître détail. Donc là, on va rentrer dans des sujets, des fonctionnalités qui sont vraiment utiles voilà, en finance. Elles ne sont pas forcément utiles que en finance, mais particulièrement en finance. Ici, on a un SIG qu'on a qualifié de manuel, c'est-à-dire qu'on a renseigné cellule par cellule. Donc là, c'est vraiment le masque tel que l'entreprise peut l'avoir, avec son format bien personnalisé, etc. Et on va alimenter chaque cellule. Je rentre dans le paramétrage. Pour ceux qui ne le savent pas, mais ça ne va pas être l'objet trop du live, hein, mais vous pouvez exploiter donc, des zones Excel pour filtrer vos valeurs. Donc ici, je suis en mode cellule, j'ai mon solde SIG, et je dis que le compte doit être égal à ma zone compte SIG de mon classeur Excel. Bon, et l'année doit être égale à ma zone année. Donc ma zone année, la zone N, elle est ici, hein, c'est 2023, et ma zone des comptes, elle est sur la gauche. C'est-à-dire qu'en face de chaque rubrique, j'ai défini les fourchettes de comptes. Et donc les fourchettes de comptes, c'est début, fin, c'est point. Si je veux mettre différents comptes, c'est un point virgule, etc. Donc là, je définis mes différentes fourchettes de comptes. Et quand je rafraîchis ma cellule, elle vient prendre les valeurs. Et donc, c'est exactement le même paramétrage qu'il y a sur chacune de ces cellules. Et elle est filtrée en fonction de la zone. Bon, ça, c'est juste un rappel pour comment fonctionnent les cellules à cellules dans mes reports. Mais ce qui est important, c'est ici, j'ai paramétré un report source qui dit qu'il doit mettre à jour mon SIG manuel, mon onglet SIG manuel quand je zoome. C'est-à-dire que je ne veux pas un zoom avec toutes mes écritures qui arrivent. Je veux un zoom qui me rafraîchit le rapport qui est à côté. Le rapport qui est à côté, je l'ai configuré comme un détail. Et là, j'ai toute la personnalisation que je veux dans le détail là. Parce que je clique ici sur Report Détail, et là, j'ai dit que je voulais uniquement le compte, le libellé, le solde à nouveau, le début et le crédit. Okay, je pourrais mettre des sous-totaux, je pourrais faire même un tableau croisé, je pourrais faire un graphique. Bref. L'intérêt, c'est que quand je veux le détail de mes 832 140, je zoome, et au lieu d'avoir la fenêtre de MyReport avec tout le détail de tous les champs de mon modèle, je n'ai que le détail avec les champs que j'ai sélectionnés dans mon report. Donc voilà, c'est une astuce. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous en servir, mais c'est très utile. Hop, je reviens sur les astuces. Illustration d'un SIG via un graphique en cascade ou pont. Alors, bon, on est dans le métier de la finance. À chaque fois, je clique à côté. On est dans le métier de la finance. Des fois, on peut avoir une image un peu austère de la finance. Et donc, un SIG, bon, c'est un tableau avec des chiffres. C'était juste pour vous partager qu'un tableau comme ça, SIG, voilà, très financier, peut être illustré à travers un graphique en cascade directement dans Excel, en attendant que ce soit natif avec MyReport. On peut le faire dans Excel, et voilà, c'était juste montrer que vous pouvez illustrer votre SIG de façon un peu plus visuelle. Et donc là, on voit les produits, c'est une hausse en vert, et puis un solde intermédiaire, ici le chiffre d'affaires, et puis on continue.
avec la production stockée, la production immobilisée, et hop, un nouveau solde intermédiaire avec la production de l'exercice, etc. Et on finit avec le résultat de l'exercice ici. Comment j'ai fait? Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait ça ou voilà. Mettez-moi juste un oui dans le chat si c'est le cas. Ou est-ce que vous savez tous faire un graphique en cascade? Ok, bon, il y en a au moins 3 qui ont dit oui, donc j'y vais. Donc, je sélectionne les valeurs pour lesquelles je veux faire mon graphique en cascade. Ici, je m'arrête au résultat de l'exercice. Je fais insertion, et dans les graphiques, on a le graphique en cascade. Et voilà les éléments qui apparaissent. Il y a un petit peu de boulot parce que l'Excel ne fait pas tout comme on aimerait qu'il le fasse. Donc, par défaut, il affiche les étiquettes. Donc, déjà, ça charge un peu l'élément. La hausse, moi, j'aime bien la mettre en page et dire que c'est du vert. Donc, on va mettre ce vert. La baisse, en cliquant sur l'élément de la légende, hein, vous pouvez changer sa couleur. La baisse, on va le mettre en rouge. Et le total, on va le mettre en bleu. Et donc là, tout l'intérêt des soldes intermédiaires de gestion avec les graphiques en cascade, c'est que vous allez définir les totaux. Donc là, je vais sur mon chiffre d'affaires, je clique sur l'histogramme du chiffre d'affaires et je le définis comme total. Et là, il vient en bleu. Je continue, j'arrive sur ma production d'exercice, je sélectionne mon élément et je le définis en tant que total, etc. Et j'arrive avec ce graphique. C'est exactement la même chose, j'ai juste changé les couleurs. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que les graphiques en cascade seront dans vos futurs rapports financiers. OK. Et enfin, dernière astuce, c'est des exercices décalés. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez souvent, est-ce que vous êtes confronté à des exercices décalés ou vos exercices sont du 1er janvier au 31 décembre chez vous? Donc, si c'est le cas, si vous avez des exercices décalés, ça m'intéresserait de savoir comment vous faites pour les gérer. En tout cas, là, on va parler d'une façon de faire. En fait, on va travailler sur l'axe temps. Dans l'axe temps, donc l'axe temps, c'est un champ date qui est exploité, surexploité. C'est un axe temps qu'on fournit dans les projets avec un certain nombre de champs. Et donc, nous avons dans l'axe temps un champ que j'ai défini ici, le mois de début d'exercice. Donc ici, on imagine un début d'exercice au mois de juillet. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? C'est trop petit. On est au mois de juillet. À partir de ce champ mois début d'exercice, je vais pouvoir calculer mon champ exercice. Donc, qu'est-ce que mon exercice? C'est assez simple. Hein. Si le mois de l'axe temps est supérieur au mois de début d'exercice, alors je concatène l'année et l'année plus 1. Sinon, c'est l'année moins 1 et l'année. Cet exercice-là permet quoi? Cette formule, pardon, permet de dire au mois de juillet 2024, je suis dans l'exercice 2024-2025. Si je suis en juin 2024, je suis dans l'exercice 2023-2024. En voyant les données, ici, je suis donc au 1er janvier 2015. Eh bien, je suis dans l'exercice 2014-2015. Si je descends un peu plus, hop, si je suis en octobre 2015, je suis en 2015-2016. OK. Un autre élément important qu'on alimente dans l'axe temps, c'est l'identifiant du mois de l'exercice. Donc, qu'est-ce que c'est l'identifiant du mois d'exercice? C'est si je suis au mois de juillet, mon identifiant, ça va être 1, parce que c'est le premier mois de mon exercice. Au mois d'août, 2, etc. Donc, c'est pareil, c'est juste une formule. Si le mois est supérieur au mois de l'exercice, je calcule, je fais cette formule-là, pas très compliquée à comprendre. Et ça me permet derrière de faire mes rapports en fonction de l'ordre de mes mois d'exercice. Et donc, l'intérêt de cet identifiant, c'est que quand vous faites une condition, par exemple, dans Page, vous pouvez trier vos libellés de mois, juillet, août, septembre, à travers l'identifiant de mois d'exercice. Et enfin, vous avez la période qui vous permet d'avoir une vision un peu plus... Non, mais je suis quand même sur les lives. La période, qu'est-ce que c'est?
vous montre les valeurs du champ. C'est la concaténation de l'identifiant du mois et du libellé du mois. Donc là, j'ai le mois de juillet, c'est le mois de combien de mois, etc. Donc ça vous permet de, assez simplement, directement dans votre axe temps, de mettre à disposition de vos utilisateurs les champs autour de l'exercice. Je fais une pause ici. Si vous avez des sujets sur des consolidations avec différents jeux de données qui ont des exercices décalés différents, on pourra en reparler. Voilà. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse pour qu'on le voit plutôt à la fin du live, parce que c'est une donnée supplémentaire à intégrer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser l'exercice décalé avec l'axe temps comme ça, mais c'est une illustration de ce qu'on peut en faire. Thibaut, on avait un retour de Thomas qui nous disait que cette information-là sur les dates d'exercice, on peut les retrouver généralement dans le RP. Ça, c'est un peu pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Exactement. Typiquement, et quand on a plusieurs exercices comme ça décalés, on exploite effectivement les exercices qui sont définis dans la base de données directement. Et on pourra voir ça à la fin si on en avait là. Ok, donc ça, on l'a illustré. Voilà pour les astuces. Concernant les bonnes pratiques, je regarde un peu le temps, on est à Nice. L'impact de l'ordre des reports, on va le voir. Voilà, on va le voir tout à l'heure. Typiquement, j'ai illustré le fait d'utiliser un coefficient tout à l'heure dans un rapport. Donc, c'était une zone qui était saisie par Excel, par l'utilisateur, pardon. Cette zone, elle pourrait être alimentée par MyReport, en disant, je sais pas, c'est le plus petit chiffre d'affaires de l'année, par exemple. Et ensuite, j'ai un rapport qui, en fonction du plus petit chiffre d'affaires de l'année, me calcule les alertes, etc. Si cette zone-là, elle se situe après le rapport qui l'exploite, mes données ne seront pas justes. MyReport lit et exécute les rapports dans les fichiers Excel en partant du haut, à gauche, va vers la droite et ensuite descend. Donc si ma zone, elle est ici, en bas à droite, et que mon rapport qui utilise cette zone est en haut à gauche, il va d'abord calculer le rapport avec l'ancienne valeur, et ensuite, il calculera le rapport ma zone. Il calculera ma zone. Donc, soyez vigilants. Il faut toujours, quand vous avez des dépendances entre reports, aller placer de en haut à gauche à en bas à droite. Deuxième bonne pratique, donc l'identifiant du mois. Alors ça, c'est intéressant. C'est pour calculer rapidement et simplement des périodes glissantes. Donc, l'astuce, c'est de créer un champ identifiant de mois qui est calculé en multipliant par 12 les années et en ajoutant le mois. Donc, ça consiste à avoir le nombre de mois depuis la naissance de Jésus-Christ. Et c'est important de le savoir. En fait, à quoi ça sert? C'est que derrière, de façon assez simple, quand vous voulez faire un tableau avec vos 3 mois glissants, ici, j'ai créé dans ma zone l'identifiant de mon mois. Comme je l'ai dit, c'est N, ma zone année, multiplié par 12, plus mon mois. Okay, donc, en l'occurrence, il y a 24 258 mois depuis la naissance de Jésus-Christ pour arriver au mois de juin 2021. Comment je l'exploite? Ici, dans mon builder, je dis que je veux, j'ai pris des libellés de 3, peu importe. J'ai fait exprès de mettre le en mois écriture pour que vous le voyez, et j'ai mis mon solde. Ici, moi, j'ai pris que les comptes 7. Ici, j'ai dit que l'année, enfin, l'identifiant mois écriture, pardon, devait être compris entre mon identifiant mois, moins 2, jusqu'à mon identifiant mois. Donc, j'ai 2 mois en arrière, 1 mois en arrière, plus mon identifiant mois. Donc là, j'ai 3 mois. Si je dis, tiens, là, en fait, je ne veux pas 3 mois, j'en veux 6. J'ai juste à faire moins 5. Et quand je le génère, j'ai mes 5 mois glissants. Peu importe, je suis au mois de janvier et ça empiète sur le mois précédent, je suis au mois de février, ça empiète sur le mois précédent, sur l'année précédente, etc. Tout ça, ça se fait en automatique. L'utilisateur, il a juste à dire j'en veux 5, j'en veux 4, j'en veux 2, peu importe quel est le mois de l'année. Et ça, c'est quand même bien pratique, n'est-ce pas? Bon, n'hésitez pas à me couper, à interagir. Non, c'est un monologue.
Et surtout, dites-nous si ça vous apporte de la valeur. Parce que moi, je suis un utilisateur fan de MyReport et j'ai envie de partager tout ça avec vous, mais ça vous apporte de la valeur. Créer des racines de compte. Donc là, je l'ai illustré dans mes rapports déjà. Hop. Donc là, j'avais dans mon rapport, ici, vous voyez que sur mon numéro de compte, j'ai plein de champs qui correspondent aux au nombre de chiffres qu'il y a dans mon numéro de compte. Donc là, je prends ma racine sur un compte, sur deux chiffres, sur un chiffre, pardon, sur deux chiffres, sur trois chiffres, etc. Ben ça, c'est intéressant parce que typiquement, là, je veux mes comptes sur trois chiffres sur ma classe 7, ben, c'est assez rapide à faire. Donc, comment on fait ça dans le data, la préparation de data? Ici, j'ai un fichier FEC. Donc, FEC, c'est le fichier des écritures comptables avec toutes les écritures d'un exercice. Donc, j'ai préparé, j'ai fait de façon assez simple. Alors, quand je dis je, c'est pas sympa parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Fred, donc merci Fred pour le travail. J'ai préparé en fait mes racines sur 1, 2, 3, 4, 5, juste avec la fonction gauche 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, il y a deux façons de faire, il y a deux façons d'exploiter ces éléments-là. J'ai mon plan comptable ici, avec tous mes comptes et leur libellé. OK. Ensuite, j'ai deux façons de rattacher mon plan comptable avec mes écritures. La première façon, c'est directement depuis la table de fait, donc mes écritures comptables, je viens rattacher autant de fois que j'ai de racines de compte, mon axe compte. D'accord? Et donc, je me retrouve ici avec ma table de fait, donc mes indicateurs et toutes mes racines. Deuxième solution, l'inconvénient, c'est que si je veux l'exploiter sur une autre table de fait, il faut que je refasse tous les liens. L'autre solution, c'est d'avoir une table, un axe, en fait, avec tous mes comptes. Donc, à partir uniquement de mon numéro de compte de mes écritures comptables, je vais avoir tous mes libellés. Donc, ça, je le fais en amont, ici. Depuis la racine, enfin, depuis mes comptes de FEC, donc là, j'ai recensé uniquement les comptes, pas les écritures, hein, mais que les comptes. Je viens relier mes identifiants, mes axes, pardon, mon PCG, sur chacune des racines 1, 2, 3, 4, 5. OK? Et on arrive au même résultat au final, hein, mais en termes de maintenance, on vous préconise quand même d'avoir un axe compte sur lequel vous venez brancher votre table de feu. OK? Donc ça, c'est une bonne pratique de préparer ces racines pour après exploiter les écritures plus facilement. Ensuite, préparer ces fourchettes de compte. Alors, les fourchettes de compte, c'est pour préparer un SIJ. Et ça, ce sera dans un cas, notre cas d'usage de la fin du live. Le principe, c'est que, un SIJ, vous voyez, enfin, voilà, tout le monde voit ce que c'est, mais pour illustrer, c'est des fourchettes de compte ici, qui sont regroupées sous un libellé. Et en l'occurrence, le solde intervenu dans l'émission, on a des sous-totaux qui viennent se calculer. Et donc, c'est assez pénible à faire, parce qu'il faut faire du cellule à cellule. Là, l'idée de préparer des fourchettes de compte, c'est que toutes ces fourchettes-là qui sont saisies à la main par l'utilisateur, on les prépare en amont dans le data. Donc, ces regroupements-là, on peut faire un fichier Excel. Hein. Ici, c'est du fichier Excel. En quoi il consiste? C'est je définis mes sous-catégories et je définis mes seuils A et mes seuils bas, et mes seuils hauts. Ensuite, là, je fais assez simple. Hein. Donc, libellé, seuil bas, seuil haut. Ensuite, je viens faire mon lien entre mon compte et mon seuil bas et mon seuil haut. D'accord? Et là, c'est des propriétés de jointure qui sont un peu particulières, parce que ce n'est pas du égal, je dis que mon compte doit être supérieur à mon seuil bas. Dans l'autre jointure, mon compte doit être
inférieur à mon second. OK? Donc là, c'est la préparation des fourchettes de compte à travers des recoupements. On verra comment on peut aller plus loin pour aller au bout du SIG automatisé dans le cas d'usage. OK, je sais pas, vous préparez vos fourchettes de compte en amont ou c'est l'utilisateur à chaque fois qui se débrouille avec ses comptes? Alors, bah, si elles sont directement paramétrées dans l'outil, oui, c'est très bien. OK, directement sur Excel. Eh bien, on verra avec le cas d'usage tout à l'heure. Dernière bonne pratique, c'est les calculs N, N-1, budget, écart, écart N-1, etc. Comment on fait ça? On reporte les écarts. Alors ici, l'objectif, à chaque fois, c'est d'automatiser au maximum et de ne pas avoir des calculs à faire dans Excel à la main. Donc là, j'ai mon FEC, mon fichier FEC, mes écritures comptables avec leur libellé et les dates d'écriture. Donc j'ai pris les comptes 1 pour que ce soit des comptes sur un caractère, et j'ai demandé à afficher mes données sur N, N-1, je veux calculer N, N-1, l'écart et la variation. Donc, il y a une solution qui est de mettre l'année en colonne et d'utiliser l'écart. Maintenant, si vous voulez faire du budget, si vous voulez rajouter le budget, si vous voulez rajouter différents champs, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc l'idée, c'est que chaque champ corresponde à votre besoin. Donc là, j'ai pris le champ, enfin, j'ai pris le montant, enfin, le solde, pardon, de mes FEC, et j'ai dit si l'année de mon écriture comptable est égale à ma zone dans mon fichier Excel, alors je prends le solde, sinon je n'ai rien. Et je fais la même chose, j'ai dupliqué ce champ-là, et j'ai dit ça, c'est la même formule, sauf que l'année doit être égale à ma zone N-1. L'écart, ensuite, c'est simple, c'est la différence entre les deux. Et la variation, je fais attention, alors j'ai mis un calcul parce qu'il y a des pouillèmes d'arrondi qui peuvent polluer le tableau. J'ai dit si ma valeur de N-1 est inférieure à quelques centimes, alors je calcule ma variation. N divisé par N-1, moins 1. L'intérêt de ça, c'est que là, ici, je fais mon filtre uniquement sur le mois. D'accord? Donc, j'ai mes écritures du mois. Si je veux mes écritures depuis le début de l'année, j'ai juste à changer ici mon filtre en disant je ne veux pas uniquement le mois, je veux tout depuis le début de l'année. Donc, je fais un inférieur égal ou égal à ma zone mois. Je fais OK. Et j'exécute. Donc, en termes de maintenance, bah, c'est quand même assez simple. De la même manière, à côté, je veux faire mon LTM, mes 12 derniers mois. J'utilise le champ que je vous ai montré tout à l'heure, l'identifiant du mois, moins 12, et hop, j'ai un tableau en moins 12. Donc tout ça, c'est des tableaux financiers qu'on fait très régulièrement, les tableaux du mois, les tableaux du year-to-date, les tableaux du LTM. Bah, voilà, avec MyReport, on les fait assez facilement. OK? Alors, l'impact de l'ordre, on l'a vu. Alors, préparer l'identifiant, tout ça, c'est dans des slides, parce que bon, il y a le fichier Excel, mais et voilà, encore une fois, merci Fred et Pascal. On a préparé les slides pour que vous ayez un petit mémo de rappel de comment on s'en sert. Le cas d'usage. Automatiser un SIG. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le SIG, on a les regroupements de comptes. Donc, ce sont les fourchettes que l'on a. Ce sont les fourchettes que l'on a. Et donc, il y a une première étape, c'est déjà de dire que les fourchettes 707, 707, 999 et 709, 7, 709, 7, 709, 7, 999, c'est les ventes de marchandises. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape,
c'est de pouvoir automatiquement, en fait, l'idée de l'automatisation, hein, c'est de se dire, je ne vais pas faire du cellule à cellule, c'est un peu pénible. Je veux que dans un seul rapport, j'ai tout mon SIG qui apparaisse. Donc, première étape, faire ces regroupements. La deuxième étape, c'est de gérer ces soldes intermédiaires. D'accord? Donc, chiffre d'affaires, production d'exercice, etc. Comment je fais? Je fais un autre modèle qui va recenser les totaux. Donc les totaux, c'est, enfin, on a les totales, on aurait pu ne pas les mettre, hein, mais c'est de dire, OK, moi j'ai la production plus les ventes, je définis un ordre cumulatif. Pourquoi? Bah, parce que mes soldes intermédiaires, c'est ce qu'on a vu avec les profits en cascade, c'est je cumule mes différents soldes au fur et à mesure. Donc j'ai le libellé de mes totaux, j'ai l'ordre cumulatif associé. Donc ils sont vraiment bien dans l'ordre d'affichage de mon SIG. Ensuite, je vais faire le lien entre mes regroupements de fourchettes de compte et mes totaux. Parce qu'en gros, ce qu'il y a dans le chiffre d'affaires, c'est la somme des deux qui constitue dans mon chiffre d'affaires, j'ai les fourchettes de compte qui sont ici et les fourchettes de compte qui sont là. Donc quand je prends mon total de chiffre d'affaires, il faut que je prenne cette fourchette plus cette fourchette. Quand je prends celui-là, je prends les fourchettes des totaux, donc celui-là et celui-là, plus ces fourchettes-là, etc. D'où le cumulatif. Comment je fais ça? Je viens ici faire le lien entre le regroupement, mes regroupements, avec les seuils bas et mes seuils hauts, et mon ordre cumulatif de mes totaux. J'obtiens quoi? J'obtiens mes totaux avec toutes les fourchettes de compte qui les concernent. Okay, donc pour les totaux des ventes, bah, j'ai les fourchettes de compte et les seuils bas et seuils hauts qui concernent les productions et ventes. Valeur ajoutée, bah, j'ai non seulement j'ai les productions et ventes, donc les mêmes fourchettes 707 et 707, 999, mais j'ai aussi le reste, etc. OK? Donc je viens cumuler, en fait, pour chaque sous-total, les fourchettes de compte associées. Une fois que j'ai fait ça, je viens consolider les deux pour avoir et le niveau de mes fourchettes et le niveau de mes totaux dans le même champ. Donc bah, ça se représente ici. Donc là, j'ai toujours ma sous-catégorie, mon seuil bas, mon seuil haut. Sachant que ma sous-catégorie, je vais avoir mes catégories plus mes sous-totaux. OK, donc si je viens voir les données du modèle, on voit que j'ai bien mes sous-catégories, etc., plus, et ça va être en dessous, mes totaux. D'accord? Donc je viens consolider les deux pour avoir tout d'un coup, enfin tous les éléments dans le même modèle. Et enfin, bah, dans mon SIG automatisé, comme je l'ai vu, comme on l'a dit tout à l'heure, on vient consolider, on vient rapprocher, pardon, mes seuils, donc mes fourchettes de compte, avec le compte de mon FEC. OK? Donc tout à l'heure, je vous ai fait croire que c'était uniquement les regroupements que j'associais à ma balance comptable. Mais en fait, c'est la consolidation de mes regroupements plus mes totaux. Ce qui fait que dans Excel, je me retrouve, bon, au-delà de l'aspect esthétique du tableau, avec une seule configuration. Ici, mon SIG automatisé. J'ai pris mon modèle SIG automatisé. Je prends mes rubriques. Bon, là, c'est les sous-catégories. Je prends le montant. Alors, le montant, on fait attention. On aurait pu le préparer dans le data, ça, de la même manière. Hein. Mais en gros, si je préfixe ma rubrique par un moins, je fais débit moins crédit. Et si c'est pas préfixé par un moins, je fais crédit moins débit. OK? Bon, je sélectionne l'année. Mais là, surtout, ce qui est génial, c'est qu'en une exécution, je vais le faire à côté pour que vous ne pensiez pas que c'est truqué, quoi. En une exécution, j'ai tout mon SIG qui apparaît. Et l'intérêt, c'est que j'ai mon zoom, tout pareil. Et j'ai un seul rapport et pas X rapports à maintenir en cellule à cellule. Donc, on n'a pas la souplesse de la mise en page, etc., qu'on peut avoir en cellule à cellule, mais on a quand même automatisé ça en cellule.
Avez-vous des questions? Enfin, Fred, Pascal, est-ce qu'il y a des questions? Oui, non, en fait, le apps, oui, c'est un peu ça. Non, c'est pas celui-là, c'était l'autre. C'était où? Là, c'était bien avant, je pense. Ça doit être par là. C'était ici, ouais. Donc ici, le apps, c'est juste pour... j'aurais pu mettre si la valeur de n-1 est différente de 0. Sauf que, bah, en fait, là, bon, il y a des arrondis. C'est-à-dire que ici, je suis pas pile poil à 0, je suis à 10 puissance moins 12, etc. Donc, il me mettait effectivement un div 0. Donc, voilà. Et je faisais apps parce que j'aurais pu dire si c'est compris entre moins 0,1 et 0,1, et là, avec apps, je simplifie la formule. Non, c'est pas lié à des données exotiques, donc c'est des arrondis. Il n'y a pas si erreur dans MyReport. Erreur pour gérer la division par 0. Ça fait partie des quick wins. Alors, je vous invite, pour ceux qui ont eu accès, à défendre cette idée. Il y a une formule qui devrait pouvoir être développée dans MyReport, qui s'appelle division, et qui gère justement une division de A par B, et qui gère le fait que A puisse être égal à 0. À mon grand regret, Thomas, oui, tout à fait. Euh, Est-ce que ce dont on a parlé sur le SIG automatisé, ça vous... hein, comment faire si nous avons des numéros de compte différents pour chaque société dans notre SIG auto et ou des lignes supplémentaires en fonction de la société? Euh, Voilà, le fichier de regroupement enfin le fichier de alors ouais, regroupement qui fait office pour le SIG ou pour d'autres peut être personnalisé aussi. On peut rajouter une colonne qui est liée à la société en question, ou un numéro de société ou de filiale et autres, et on le prend en compte, on peut le prendre en compte dans la modélisation. Donc il est assez flexible, c'est exactement. une solution qui est assez flexible en fait. En fait, ici, typiquement, vous pouvez avoir un champ qui concatène votre numéro de compte avec la base. Donc la base, ça peut être la société. Et à partir de là, vous pouvez filtrer, faire une rupture par société, etc. Et là, vous aurez votre SIG uniquement pour ici, ce qu'on a appelé base, hein, pour la société que vous souhaitez prendre. J'espère que ça répond à la question. Ici, typiquement, Pascal a préparé un modèle où vous avez la concaténation donc, le produit cartésien du fichier des FEC, mais là, c'est juste pour illustrer le fait qu'il y a deux bases. Donc, la base qui constitue le sirène de la société. Bon, là, en l'occurrence, j'en ai qu'une, peut-être que je ne l'ai pas chargé. Mais vous concaténez le numéro de compte avec la société et ensuite vous faites vos filtres sur ces numéros avec la base. OK. Fait. Alors, il y avait des éléments. C'est dans le petit 49. Bah, ça va. Mais si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Continuer. J'avais une proposition à faire à l'auditoire, en fait. C'est peut-être parce que je vois que ça suscite quelques questions. On pourrait peut-être revenir dessus la fois prochaine si l'agenda le permet. Peut-être pour revenir, peut-être pas plus en détail, mais pour ouvrir un peu les chakras et pouvoir mettre à disposition un petit My System exemple. Parce qu'en fait, ce classeur de regroupement de comptes, il est extrêmement puissant. Il permet de gérer les SIG, mais ça peut être le PNL, ça peut être le bilan dans lequel on peut avoir cette référence
d'affectation de comptes, de regroupement de comptes, et donc on le pilote en un lieu unique. Donc il y a plein d'astuces, de manières de le faire, mais je trouve que c'est la manière la plus centralisée pour maîtriser cet environnement. Donc si ça peut vous intéresser, faites-nous en part dans la conversation. On va vous partager les éléments qu'on a évoqués aujourd'hui là, dans les ressources, donc vous y aurez accès. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est des choses que vous avez déjà mis en place, c'est des problématiques que vous avez, parce que c'est des problématiques que nous, on rencontre. Maintenant, est-ce que vous avez eu ces problématiques-là et vous y avez répondu autrement? Voilà, c'est voilà, ce qui aussi nous intéresse et qu'on aimerait développer dans ce club. Sachez que, parce que dans la partie financière, on est en pleine période là, on souhaite dédier le prochain live à la partie budgétaire. Et donc de vous partager notre cas d'usage autour de la construction de la saisie budgétaire et de l'exploitation du budget et la comparaison du budget avec la réalité, que ce soit budget vente ou budget charge. Voilà, donc on va consacrer ce live autour du budget. Donc si vous avez des questions, des remarques, des observations, surtout n'hésitez pas à nous en faire part, encore une fois à l'adresse myclub@mynotor.fr, pour que voilà, on discute en fait de ce sujet de constitution budgétaire ensemble et qu'on se dise ok, comment MyNotort m'aide à construire mon budget. En fait, on a hésité à l'intégrer dans cette session parce que c'est un sujet important autour de la finance. Maintenant, voilà, ça allait prendre sûrement trop de temps pour vous partager ce cas d'usage. Donc c'est pour ça qu'on s'est limité au SIG automatisé. Est-ce que vous avez des points sur lesquels vous aimeriez soit qu'on revienne, soit des points qu'on n'a pas traités, que vous avez montrer. Donc oui, de toute façon, le replay vous est envoyé à la fin du live. Non, il n'y a pas de... MyReport vous comble. Bon, bah, c'est super. Il y a le sondage. Le sondage, encore une fois, il y a plein d'éléments. Bon, bah, pour nous, savoir si ça vous satisfait, si ça ne vous satisfait pas. Et surtout, on vous demande aussi des thématiques que vous aimeriez qu'on voit. Donc, ça va faire 1 an qu'on a lancé ce live. On est parti sur le premier, tout azimut. Ensuite, on a orienté sur les produits. Là, on essaye d'orienter sur les métiers. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous intéresse pour qu'on puisse faire évoluer le live dans le bon sens. Si vous aimez Si on a encore quelques instants, il y a une question qui arrive sur le fil là, dont je te laisse prendre connaissance et que ça concerne les waterfalls. Ah, il y a une question sur les waterfalls au-dessus. Est-il possible d'avoir plus de détails dans les ressources, peut-être? Plus de détails sur comment on les fait? D'accord. En fait, un graphique en cascade, c'est assez simple. Hein. Je le fais de façon... je vais partir d'un sujet très basique. Hein. L'objectif, c'est de définir soit des variations, soit la constitution de quelque chose. Donc, si on prend, par exemple, les valeurs d'une année et je veux la décomposer par trimestre. Donc, j'ai T1, T2, T3 et T4. Et là, j'ai la valeur de 2023. L'objectif, c'est de déterminer comment la valeur a évolué entre 2022 et 2023, suivant les trimestres. Donc ça, typiquement, MyReport le fait assez simplement, puisque ici, si j'ai 10 000, on va dire qu'en 2023, j'ai 10 000, et peut-être qu'en T1, j'ai fait plus 3 000. En T2, entre 2023 et 2022, j'ai fait moins 1000. Là, j'ai fait plus 4000. Ici, j'ai fait 6, moins 4000. OK. Et donc, comment on fait dans Excel? On prend ces données
on clique sur Waterfall. Et voilà. Donc là, par défaut, il nous affiche les valeurs brutes. L'intérêt, c'est de définir, et donc là, on sélectionne les éléments. Alors, je pense qu'il n'a pas bien fait. Je n'ai que des valeurs. Voilà. Là, je définis que mes années sont des totaux. Donc là, je clique sur l'année 2022. Dans le menu contextuel, je définis en tant que total. Je fais la même chose sur 2023 et je le définis en tant que total. Donc j'ai augmenté de 3000, j'ai diminué de 1000, j'ai réaugmenté de 4000 et j'ai rediminué de 4000. Et je vois comme ça, bon, les couleurs par défaut ne sont pas forcément heureuses, vous pouvez les changer assez facilement. Et voilà. L'autre, donc ça, typiquement, MyReport sait le faire. Donc ça, c'est des variations. Donc comment on fait dans MyReport? Alors je vais prendre, là pour le coup, je vais prendre un idée. Les ventes. Alors, je ne sais plus ce que j'ai comme année, mais là, typiquement, je dis que je veux l'année. J'insère un graphique de type Waterfall. Pardon, celui-ci. À la place des trimestres, ce sera des mois. Donc, je me mets en Waterfall. Donc là, on me demande les variations. Moi, ma dimension, c'est l'année. Je veux mon chiffre d'affaires et je veux le voir dessiné par mois. Donc, je génère un graphique. Donc, ces variations-là, d'un élément sur l'autre, MyReport le fait automatiquement. Okay, donc là, il calcule automatiquement les totaux. On va télécommuniser l'étiquette s'y mettre. Mais vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires, mois par mois. Et là, l'intérêt, c'est qu'on peut mettre, on a les mois, mais si je veux mettre les commerciaux, si je veux mettre mes régions, si je veux mettre mes produits, etc., je peux les... Donc ça, MyReport, pour le coup, le gère un maximum. Ce qu'il ne gère pas, c'est typiquement la SIG, où là, c'est la constitution des données qui sont représentées. Et là, MyReport peut permettre. J'espère avoir... parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Fred, que tu as recensées dans le chat? Pardon, il y avait quelques propositions qui arrivaient. Il y en avait une qu'on pourrait peut-être adresser de Françoise là, qui évoquait une analyse des tiers comme sujet peut-être à aborder, avec des tiers qui sont à la fois clients fournisseurs et c'est sur du multibase, et Thomas qui faisait une proposition. Donc on pourra peut-être sonder un petit peu si Françoise, vous avez la possibilité de nous compléter le petit cas d'usage en envoyant un ticket, comme ça on aurait les quelques éléments et avec plaisir de le traiter la prochaine fois. Et je regarde ça. Merci. Merci beaucoup. Là, ce qu'on a vu un petit peu à travers les regroupements de comptes, c'est la consolidation. La consolidation, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Et on le verra la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais le mois prochain. Dans la construction budgétaire, le fait de consolider des données, c'est très puissant parce que ça simplifie vraiment beaucoup la vie des utilisateurs. Donc là, typiquement, Françoise, le fait d'avoir des tiers qui sont dans différentes... des tiers qui peuvent être clients, fournisseurs, dans différentes sociétés, clients dans une société, fournisseurs dans l'autre, ça se gère très bien avec des consolidations. Ok. Oui, on va vous partager dans les ressources, encore une fois, les ressources du MyClub. Vous avez l'agenda du Live MyClub, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez accès à tous les replays et à toutes les futures éditions du live. Sachez que nous avons le MyClub qui a lieu le mois prochain, donc le 15 octobre, où là on se verra pour la plupart physiquement, pour d'autres encore à distance. Mais on l'a organisé dans les différentes agences, Paris, Albi, Lyon, Nantes, et on est ravis de vous accueillir dans nos agences. Vous allez pouvoir rencontrer nos équipes et voir dans quel environnement on travaille.
Et puis, on débriefera de tout ça. On débriefera aussi d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, du concours des JO. Et merci à tous ceux qui ont participé. Et voilà, on a des super présentations, propositions. On en fera un bilan justement lors de ce MyClub présentiel. Sachez que vous pouvez quand même continuer si vous n'avez pas participé au concours, vous pouvez encore le faire, donc n'hésitez pas. On laisse votre créativité agir encore jusqu'au 15 octobre. Hein. Voilà, écrivez-nous myclub@meriport.fr et on vous donne rendez-vous le 22 octobre dédié à la construction budgétaire. Donc, si vous avez des questions, des ennuis, des besoins de bonnes pratiques, voilà, besoin de confronter vos idées avec d'autres utilisateurs, n'hésitez pas à nous écrire. Merci à tous. Bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Et on a hâte d'avoir vos retours à travers le sondage ou à travers vos messages. Merci à tous pour votre dispo, votre présence.